Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Je pense que ce sera une nouvelle vidéo parce que ça va être certainement la deuxième partie de mon bilan du mois de juin. La première, je pense que j'ai déjà beaucoup trop parlé, donc on cut, on la fait en deux, et c'est beaucoup plus digeste pour vous, et pour moi aussi pour tout ce qui est montage. Donc sur cette deuxième partie, je vais commencer par vous parler de L'Enfant et le Maudit. Ça c'est le tome 5, j'ai lu les tomes 3, 4 et donc 5, et... oh là 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 là, la fin de ce tome-ci, waouh, on sent que ça y est, on est dans l'action, on est dans le drame un petit peu, on est dans l'expectative de ce qui va se passer parce que la fin du tome 4 appelait le 5 immédiatement, mais alors la fin du 5, on se dit ça y est, c'est l'heure de la frustration si jamais on n'a pas les autres pour pouvoir enchaîner derrière. Parce que c'est très bien, c'est toujours aussi sombre, c'est toujours aussi mignon point de vue du 5 que j'aime beaucoup, mais c'est toujours aussi le conte cruel qui, ça y est, il est en place. Les morceaux commencent à arriver petit à petit, il commence à y avoir des drames, il commence à y avoir beaucoup d'interrogations, beaucoup de soucis, beaucoup de choses, on ne sait pas où on va. Le tome 6, il faut vraiment le tome 6 parce que c'est génial. Je sais que c'est une série qui compte 11 tomes, mais si ça continue, je pense que je vais emprunter les autres d'un coup parce que c'est génial et ça donne vraiment envie de savoir ce qui va se passer. La fin d'un tome est parfaitement maîtrisée pour mettre le lecteur en haleine et lui donner l'envie de continuer très très vite parce que c'est bien mené. J'aime beaucoup cette série. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous la lisez vous aussi et ce que vous en pensez parce que moi, franchement, je suis séduite. Ensuite, j'ai lu Patricia Briggs, le tome 6, La Voix du passé de la saga Alpha et Omega. Parce que je l'adore, parce qu'il était dans mon challenge aussi de la croisière littéraire au féminin de Laura's Readings. Je vous mets la vidéo dans le petit juste ici si vous voulez la voir et si vous ne connaissez pas ce challenge. Et donc Patricia Briggs parce que c'était le dernier tome actuellement sorti pour Alpha et Omega, que je voulais absolument savoir ce qui se passait, et que maintenant que c'est fait, j'aimerais la suite, et elle n'est pas sortie, elle n'est même pas écrite. Ah, très dommage parce que c'était une fois de plus superbe, j'adore la plume de Patricia Briggs, j'aime vraiment ce côté mystique, ce côté aventure, ce côté action qu'elle arrive à nous donner, qu'elle arrive à nous mettre avec entrain, à nous faire prendre du plaisir en lisant cette lecture, à nous faire apprécier les personnages, à nous faire avoir peur pour eux, à douter avec eux, mais bref, génial. Et là on se retrouve avec un ennemi du passé qui ressurgit, qui met en danger la meute et qui va donner du fil à retordre à Charles et Anna. Très très sympathique. Et la fin, je retiens la fin qui est incroyable et qui promet un nouvel arc plein de rebondissements et de problèmes qui va être, je pense, incroyable. J'ai très très hâte de lire le prochain tome parce que la fin présage quelque chose de magnifique pour la suite. Je pense qu'en attendant, il va y avoir certainement un autre tome de Mercy Thompson qui va sortir. Mais Alpha et Omega, même si c'est vrai que c'est pas la série principale, elle monte crescendo, elle donne vraiment envie de pousser encore plus cette histoire avec ces personnages annexes à la saga Mercy Thompson que vous avez encore une fois de plus derrière moi et que j'adore tout particulièrement. Alpha et Omega, c'est vraiment de mieux en mieux. J'aime beaucoup ce que fait Patricia Briggs, je pense que je me répète tout le temps, mais j'adore. Lisez Patricia Briggs, c'est vraiment incroyable ce qu'elle fait. Et là, la suite, et je l'attends avec impatience. Ensuite, j'enchaîne avec Ashwood de C.J. Malarski ou C.J. Malarski, je ne sais pas trop. C'est publié aux éditions du Chat Noir et regardez-moi cette magnifique couverture. Elle est trop belle avec, vous voyez, ce vernis sélectif au niveau des papillons et du titre. Moi, j'aime beaucoup. Ça présage quelque chose d'assez tourmenté avec cette jeune femme qui se tient la tête entre les mains, avec ces espèces de volutes noires pas semblables à des veines, cette couverture dans les tons grisâtres. C'était très intriguant et c'est aussi parce que c'était donc une jolie couverture que je voulais le lire. C'est vrai, mais je voulais le lire aussi parce que j'aime beaucoup ce que font les éditions du Chat Noir et parce que ça va aller parler d'urbex et d'asile. Il fallait pas m'en dire plus, franchement, c'est deux trucs que j'adore. Évidemment que j'ai sauté dessus. Et donc pour en revenir à cet asile, ça va être un groupe de jeunes qui a décidé d'aller faire de l'urbex dans un asile abandonné pour faire des photos et après les publier donc sur internet.
Et Willow, qui est donc la personnage principale et donc le mannequin de cette prise de photo, et elle va se retrouver pas très à l'aise dans cet asile parce qu'elle n'a jamais fait d'urbex, c'est pas trop son truc. Elle est plutôt du genre petite poupée, un petit peu on va dire extravagante avec des tenues flashy à licorne qui mangent des arcs-en-ciel, bref. Les asiles abandonnés, c'est pas trop son truc et les trucs qui font peur non plus. Alors quand elle est là-dedans, eh ben, elle se sent pas très bien, elle est plutôt mal à l'aise. Il va se passer quelque chose qui fait qu'elle va être flippée complet et que quand elle va revenir, elle va avoir du mal en rentrant de cet asile à faire le distinguo entre le cauchemar et la réalité, entre le rêve et le réel. Elle va être coincée un petit peu entre son expérience traumatisante dans l'asile et ce qui se passe dans la vie réelle. Il va y avoir quelque chose d'étrange qui l'aura suivi, une espèce d'ombre, un fantôme, un esprit, on ne sait pas trop, mais qui, peu à peu, lui fait prendre conscience qu'elle n'est pas toute seule, qu'elle est peut-être un petit peu folle. Elle a du mal à vraiment faire le distinguo entre ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Et j'ai beaucoup aimé. J'aime ce côté urbex, ce côté asile, même s'il n'est pas très présent finalement. Ils font de l'urbex au début et très vite c'est remplacé par le reste de l'intrigue. J'aurais voulu un petit peu plus parce que c'est quand même annoncé comme de l'urbex. Mais cette partie dans l'asile est très présente et ça j'ai beaucoup aimé. Il y a un côté un petit peu Silent Hill je dirais dedans. Avec ce problème de distinguo entre la réalité du monde imaginaire et cauchemardesque. Avec cette réalité déformée qu'elle a, que quand elle passe d'un monde à l'autre, il y a des pans de murs qui s'effritent, il y a des rouages mécaniques et rouillés qui apparaissent, il y a des créatures étranges avec notamment des infirmières aux longs membres décharnés, au visage pâle, des protagonistes aux yeux noirs et au sourire machiavélique édenté. Ouais, il y a des petits passages qui me font vraiment penser à Silent Hill, notamment au Silent Hill 4, The Room, avec ce personnage principal qui enfermé dans sa chambre, qui n'arrive pas à distinguer s'il est en train de rêver ou s'il est vraiment dans sa chambre, debout, en train de faire quelque chose. Ça m'a vraiment fait penser à ça. Et le fait aussi que l'écriture soit très visuelle, avec beaucoup de détails qui font qu'on s'imagine parfaitement ce que la jeune fille est en train de vivre et de voir, c'est très sympa, même si je pense que justement l'auteur avait tellement d'idées dans la tête qu'il a tout couché sur le papier d'un coup. Et c'est un petit peu confus en fait, justement, le lecteur par moment, il a énormément d'informations qui s'enchaînent, qui arrivent devant lui avec le personnage qui essaye de s'en sortir, qui ne sait pas lui-même où est-ce qu'il en est, il est complètement perdu, et le lecteur l'est avec lui. Il y a beaucoup d'informations, mais un petit peu de manière confuse, je dirais, oui, on sent que il y a des endroits, c'est pas très clair. On a du mal à se demander si il manque pas quelque chose, s'il manque pas un petit peu de détails ou s'il fallait pas prendre un petit peu une pause ou du recul pour que ce soit un petit peu moins haché. Parce que il y a des moments, oui, on se dit, ouh là là là, ça va beaucoup trop vite. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de matière à donner au lecteur pour qu'il comprenne mieux plutôt que ce que l'auteur a dans la tête et que le lecteur ne voit pas en fait. Mais malgré ce détail, c'est très bien. Moi, je me suis beaucoup plu dans cette lecture. J'ai beaucoup aimé le côté un peu ambiance gothique, un petit peu glauque, donc asile, qui fait qu'il aurait été parfait pour le Pumpkin Autumn Challenge. Mais c'est très sympa. Et je pense que, comme c'est une lecture très visuelle, il serait parfait en fait en jeu vidéo plutôt qu'en livre. Je m'explique. En fait, c'est parce que... Donc je pense que l'auteur... S'il ne s'est pas inspiré de Silent Hill, il en a, je pense, déjà entendu parler parce que il y a énormément de passages qui font penser au survival horror, en fait. Donc on sent l'influence derrière, et la trame de l'histoire, son avancée, fait vraiment penser à un jeu vidéo avec un groupe de jeunes qui ne sait pas trop ce qu'il fait là, qui vient faire de l'urbex, et un truc glauque qui leur arrive, qui fait que c'est les premières péripéties où ils vont y avoir des énigmes pour pouvoir progresser dans les niveaux, avancer. Il y a des portes qui sont fermées qu'ils ne peuvent débloquer qu'avec certaines clés qu'ils doivent trouver donc par rapport aux énigmes ou en se déplaçant à travers diverses pièces de l'asile et en se fritant à divers monstres aussi au passage.
avec des mini-boss, avec un boss final, avec un personnage qui perd un petit peu pied mais qui finalement peut récupérer, on va dire, un petit peu de vie en se basant sur ses croyances, en se basant sur ses amis, en se basant sur ce qu'elle veut faire pour aller de l'avant. Donc oui, moi je voyais bien ça en jeu vidéo en fait. Avec vraiment ces niveaux, ces paliers, ces monstres à battre, ça aurait été pas mal du tout. Et je pense que l'idée a été inspirée de divers jeux survival horror parce que on retrouve vraiment tous les codes là-dedans. C'était très sympa, moi j'ai beaucoup aimé, même si donc je déplore un petit peu ce manque d'urbex et ce côté un petit peu toutes les idées données d'un coup qui perdent un petit peu le lecteur. Mais sinon, très sympathique, j'ai beaucoup aimé. J'ai également lu, dans un tout autre registre, Le bal des folles de Victor Yamas. Et depuis le temps que je le voyais passer, celui-ci, qui avait d'excellentes critiques, qui avait une plume apparemment très belle, très engageante, très féministe, j'avais envie de voir ce que ça donnait. Et il était parfait pour pouvoir s'intégrer à la croisière littéraire au féminin de Laura's Readings, qui est un challenge qui est à présent terminé et que j'ai beaucoup aimé. Et on allait suivre ce bal des folles, qui est un bal donné en l'honneur, on va dire, des folles de la Salpêtrière chaque année, où la haute bourgeoisie vient voir en vrai quelles sont ces femmes dites folles, pourquoi elles sont là, les voir en vrai et, entre guillemets, se faire peur, parce que on ne sait jamais si une hystérique pourrait leur sauter dessus, on ne sait pas avec les femmes et leur tempérament. Et on va suivre justement plusieurs femmes qui sont internées, dont une nouvellement internée qui a été mise là par sa famille parce qu'elle voit des fantômes et qu'elle peut communiquer avec les morts. Bien sûr, quand on est une jeune fille de bonne famille, ce genre de pouvoir, si on n'est pas folle, ça fait un petit peu tâche. Et c'est le lot de beaucoup de femmes dedans qui sont enfermées pour cause d'hystérie, pour cause de dépression, pour cause d'avoir un mari qui s'ennuie, qui se lasse d'elle et qui a envie de changer de femme, donc il interne la première et il choisit la seconde quand il en a envie, d'une famille qui trouve que la jeune fille en question ne leur correspond pas. Bref, toutes les excuses sont bonnes pour pouvoir interner les jeunes femmes et s'en débarrasser. Parce qu'à cette époque, la femme, elle n'a qu'à se taire de toute façon, vu que c'est l'homme qui décide. Donc, si on a décidé qu'elle était folle, c'est qu'elle est vraiment folle, donc elle doit être internée et ne pas faire de honte à la société. Et parmi ces femmes, donc celle qui a été internée à cause de sa vision de la mort, elle va toucher une infirmière qui va se dire que peut-être qu'elle n'est pas si folle que ça et qu'elle n'a pas sa place dans cet asile. Et c'était vraiment très beau, très agréable à lire avec une plume très fluide, à la fois légère et dure pour pouvoir aborder un sujet aussi complexe que celui-ci. Et franchement, je ne regrette pas d'avoir pu l'emprunter à ma médiathèque parce que c'était une excellente lecture. Je me suis régalée et il est vrai que quand on est une femme et qu'on lit un livre comme ça, on est terriblement frustré, je trouve, devant cette lecture, devant ces femmes qui sont considérées comme folles, comme des moins que rien, comme des rebuts de la société qu'on doit cacher, sauf pour un seul jour dans l'année où c'est rigolo de les exhiber et de les faire passer vraiment pour donc des folles devant la haute société de Paris. C'est vrai que ça a tendance un petit peu à nous faire tiquer et à nous faire un peu légèrement être énervé devant ce phénomène. Mais c'était très très bien écrit et j'ai vu que Victor Yamas allait sortir un nouveau roman pour la rentrée littéraire. J'ai beaucoup aimé celui-ci, donc je suis curieuse de voir ce que va donner son deuxième roman. Parce que la plume est très prometteuse et j'ai très hâte de découvrir ce qu'elle va nous réserver. Toujours dans les romans, j'ai également lu pour toujours la croisière littéraire au féminin d'ailleurs, j'ai lu Là où chantent les écrevisses de Delia Owens et c'était très beau. La plume là aussi est belle, est envoûtante, est en corrélation complète avec la nature, avec une jeune fille qui va se retrouver orpheline du jour au lendemain parce que sa mère, ses frères et sœurs et son père vont l'abandonner, la laisser à son sort au milieu d'un marais et elle va essayer de survivre, d'apprendre la nature, d'apprendre comment se nourrir, d'apprendre comment survivre, d'apprendre comment subvenir à ses besoins, d'avoir de l'argent, de pouvoir vivre tout en échappant aux services sociaux qui veulent l'envoyer à l'école et aux racontars du village d'à côté qui pour eux c'est une fille des marais donc c'est forcément une bonne à rien qui n'est pas bonne pour la société donc qui devrait être exterminée. Et à côté de ça il y a une véritable ode à la nature
grâce à une plume vraiment belle, descriptive et envoûtante, qui nous donne envie d'être avec Kiya dans ces marais et de découvrir avec elle la faune, la flore, de s'évader avec elle à travers ces marais, à travers ces paysages incroyables. C'était vraiment très très joli. Moi je me suis régalée et je comprends l'engouement pour la plume qu'il y avait derrière parce que c'était quelque chose de très très beau. Et parfait je pense aussi pour la période estivale parce que c'est très frais. Et j'ai vraiment beaucoup aimé celui-là, je vous le recommande vraiment beaucoup. On change complètement de registre avec maintenant un manga qui s'appelle Chainsaw Man. Et là, en fait, je vous mets la couverture juste ici du premier tome parce que j'ai lu les 2 premiers. J'en avais entendu parler, mais vraiment que vaguement comme ça. Je n'y étais pas plus intéressée que ça. Et au final, je l'ai vu à ma médiathèque, j'ai vu les 2 premiers tomes, je me suis dit tiens, je ne connais pas, je vais essayer. Et en lisant le résumé, je me suis dit mais qu'est-ce que je lis là en fait? Pourquoi? À quel moment l'auteur s'est dit c'est une super idée, je vais faire ça? C'est un mec qui a voulu recueillir un démon chien tronçonneuse. J'étais là, quoi? mais à quelle heure on a ce genre d'idée qui arrive dans la tête? C'est affolant, c'est incroyable. Il est vraiment trop mignon, en plus, ce chien tronçonneuse. Et au final, ce chien tronçonneuse, par un concours de circonstances, va se retrouver à fusionner avec un humain. Et cet humain va donc se transformer en homme tronçonneuse. Quand il est vénère, il est à moitié démon. Il a au niveau du cœur le lancement de la tronçonneuse qui fait que quand il tire dessus, il a des bras qui deviennent des lames, il a une lame pareille de tronçonneuse qui lui sort au milieu de la tête avec des dents pointues, et il devient cette espèce de chien démon tronçonneuse pour botter le cul d'autres démons. Et là, j'étais en mode, mais, waouh, quelle idée! Franchement, quelle idée! Le design est très drôle, l'histoire pareil, avec beaucoup d'éléments fun, beaucoup de punch, beaucoup de trucs un petit peu presque absurdes mais qui vont faire rire le lecteur. C'est super sympa malgré le fait que ce soit complètement barré. Ce coup du chien tronçonneuse qui fusionne pour que le mec devienne une tronçonneuse qui lui sorte de la tête, putain, ok. Je ne sais pas ce que je vais lire mais ok. Et franchement, je me régale, les 2 premiers tomes c'est n'importe quoi, mais c'est génial ce n'importe quoi. Ça nous donne envie d'en savoir plus et de continuer parce qu'apparemment c'est une grande série. Donc je suis curieuse, je veux voir jusqu'où va aller cet homme tronçonneuse et qu'est-ce qu'il va devenir. Je suis curieuse, voilà, c'est un truc complètement aberrant, mais contre toute attente, j'aime bien. Donc j'attends de pouvoir trouver le 3e tome à ma médiathèque pour vous en dire un peu plus. On reste toujours dans les mangas avec le premier tome de Jujutsu Kaisen que j'ai enfin pu lire, parce que pareil, c'est une série, j'ai l'impression qu'on en parle partout, et je ne l'avais encore jamais lu, donc je me suis dit, quand j'ai vu le premier tome à ma médiathèque, allez, c'est le moment, on va découvrir ce que c'est. Et là aussi, c'est un truc complètement barré. On est sur une espèce d'apprentissage d'un héros qui a une vie complètement pourrie, qui ne sait pas trop où est-ce qu'il en est lui non plus, et qui va se retrouver du jour au lendemain au milieu de problèmes avec des démons, et il a rien trouvé de mieux que d'avoir une relique sur lui et de la manger. Et en la mangeant, il va devenir lui aussi à moitié un démon. Et là on se dit, mais les auteurs, comment ils arrivent à avoir ces idées? C'est affolant. Mais c'est super drôle aussi, avec ces apprentis exorcistes, chasseurs de démons, qui doivent justement tuer les démons qui dérangent la société, tout en apprenant à l'école comment le faire. J'avais l'impression par moments de voir un petit peu quand même une copie de Naruto, avec le quatuor principal du héros qui est blond, un petit peu paumé, rigolo, mais qui au final se révèle être extrêmement fort et badass. Le copain qui est un peu aussi un ennemi parce qu'il y a une rivalité entre les deux, qui est brun, qui est ténébreux, qui est plein de mystères et qui est déjà ultra fort, badass, avec plein de pouvoirs que le héros n'a pas mais qu'il a envie d'avoir. La fille qui est un petit peu féminine mais perdue, mais aussi forte et assez badass,
qui, on sent qu'elle a des sentiments pour l'un et l'autre, elle est un peu perdue aussi. Et à côté de ça, il y a également le mentor qui, lui, a un masque sur les yeux, a une coupe de cheveux un petit peu en épi, et qui dit yo à tout le monde et qui est ultra badass, ultra je suis le professeur, je vais vous apprendre la vie. Là, j'ai vraiment l'impression de voir une caricature de Naruto, Satsuke, Sakura et Kakashi dans le même ordre. Je me suis dit, bon, ok, on va passer outre ça, c'est peut-être qu'une impression, mais dans le design et dans les caractères, pour le moment, c'est vrai que j'ai l'impression de retrouver ces personnages-là. Pour le moment, j'ai lu que le premier tome parce que c'est une série qui apparemment est tellement en vogue qu'ils se sont fait littéralement dévaliser ma médiathèque, j'ai pas pu prendre la suite. Et j'ai besoin de la suite pour vraiment savoir si j'aime ou pas parce que je trouve que c'est un peu barré là aussi. Le premier tome, il pose un petit peu les bases, mais que ça manque un petit peu de punchy pour le moment. Donc j'ai vraiment hâte de voir plus loin avec 2 ou 3 tomes déjà pour savoir ce que ça donne et si ça me plaît de continuer parce qu'apparemment c'est une série qui continue, qui a l'air assez populaire et j'aimerais bien savoir si elle me plaît ou non. Donc je ne sais pas encore, mais pour le moment c'est vrai que c'est assez sympa donc j'attends de voir la suite. Dites-moi dans les commentaires si vous lisez ces séries vous aussi et ce que vous en pensez parce que je serais curieuse de parler avec vous de Jujutsu Kaisen. J'ai également lu sur ma liseuse Les Fleurs Sauvages de Holly Ringland et c'était trop beau. Déjà, cette couverture, je la trouve magnifique avec toutes ces fleurs donc sauvages qui sont sur la couverture, ce titre qui nous annonce la couleur mais sans vraiment nous dévoiler ce que ça va être non plus. J'ai vraiment été attirée par ça en début parce que oui, comme d'habitude, je suis très faible face aux jolies couvertures. Et pour ce qui est de l'histoire, ce qui m'intriguait aussi beaucoup, c'est qu'on va suivre une jeune fille qui va se retrouver orpheline du jour au lendemain à cause d'un accident et qui va se retrouver sous la tutelle donc de sa grand-mère. Sa grand-mère va l'emmener là où elle vit, c'est-à-dire au milieu de l'Australie, à Thornfield si je ne me trompe pas. Et le métier de sa grand-mère, c'est donc d'élever des fleurs sauvages. Elle va se retrouver au milieu d'un océan de fleurs, de couleurs et de senteurs qui vont pétiller à sa vue. Et toutes ces fleurs, en fait, elle les élève pour pouvoir après ensuite les vendre au marché, créer des bijoux, plein de choses à quoi peuvent servir les fleurs auxquelles on ne pense pas spécialement. Et pour toutes ces fleurs sauvages, la grand-mère de la jeune fille, en fait, elle connaît leur sens secret, elle connaît leur langage et elle sait la signification pour telle ou telle fleur, qu'est-ce que ça veut dire quand on les offre à quelqu'un et comment les composer en fonction du message qu'on veut laisser passer. Et son but, c'est d'apprendre à sa petite fille quel est le langage de ces fleurs pour qu'après, elle puisse récupérer la ferme aux fleurs et perpétuer la tradition. Mais également, elle va essayer de passer outre aux nombreux secrets qui l'entourent elle, entourent sa famille, entourent la petite fille, entourent cette propriété de fleurs et les femmes qui la composent, qui ont toutes un secret, un passé, quelque chose à cacher ou à fuir. Il va y avoir toutes ces femmes qui vont graviter autour de l'héroïne, qui ont plus ou moins un rôle important, qui vont pour la faire ne serait-ce qu'évoluer dans l'histoire et évoluer en tant que personne. Et c'était très très beau. Moi je me suis régalée, c'était très dépaysant au cœur de l'Australie. Toutes ces fleurs sauvages, ça nous donne qu'une envie, c'est de prendre un billet, aller en Australie, ou si on n'a pas les moyens, d'aller récupérer toutes les fleurs sauvages que l'on a autour de chez soi, pour pouvoir les étudier, les sentir et deviner quel est le langage qu'elles veulent dire. Moi, je me suis régalée. Et un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en début de chapitre, il y a une description d'une fleur avec où la trouver, comment elle est, qu'est-ce qu'elle sent et ce qu'elle veut dire. Ainsi qu'à chaque fois, un petit schéma de la dite fleur en tête de chapitre. Moi, j'ai trouvé ça super sympa, très intéressant et très floral, ça correspondait donc parfaitement au titre et à la vision qu'apporte ce livre au lecteur. C'était génial, plein de découvertes donc au niveau du langage des fleurs, avec un bel élan un petit peu féministe, un petit peu une sororité presque entre toutes ces femmes qui cherchent à s'aider mutuellement, à se faire évoluer, à s'épanouir, avec plus ou moins bien sûr d'impact et de désagréments au cours du roman, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un petit peu de piment dans l'histoire, et c'était très très sympa. Moi j'ai beaucoup aimé ce livre et cette découverte, je me suis régalée, c'est un des livres que je retiens de ce mois-ci parce que j'ai vraiment adoré cette lecture. Eh bien je crois qu'avec ce livre, on a fait le tour de ce que j'ai lu au mois de juin.
J'en ai commencé un autre, mais je ne l'ai pas terminé, donc il sera dans le bilan du mois de juillet. Et bien sur ce, je pense que oui, j'ai fait le tour. Donc n'hésitez pas à utiliser la section des commentaires pour me dire si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. Et sinon, j'espère vous avoir fait découvrir de nouveaux titres et que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vais la conclure ici. Je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures et je vous dis à plus tard sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!